Mon rapport à la ménopause, c'est que j'y suis pas encore parce que je suis ménopausée artificiellement par ces médicaments, mais biologiquement, je fais faire des analyses médicales régulières et je ne suis pas encore ménopausée. Je m'y prépare, mais je m'y prépare comme si c'était une seconde adolescence. Je sais que ça va provoquer des changements et donc je fais tout mon possible pour déblayer le terrain avant. Je veux pas de trucs sous le tapis pour quand la ménopause va arriver et où ça a des chances de secouer. Et donc, je suis très, 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 très à l'écoute de mon corps pour voir, OK, il est déjà en train de changer, j'ai 47 ans, il faut que je le ménage, il faut que je comprenne certains signaux qu'il m'envoie. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. J'allume tout, et là c'est parti, on a tout. Bonjour Géraldine. Bonjour Aude. Merci beaucoup d'être chez moi aujourd'hui. Tu es de passage à Paris puisque tu vis à Montélimar. Moi, je t'ai découverte de façon assez inhabituelle puisque je pense que beaucoup de gens t'ont découverte avec le Café Mode, avec ton compte Insta, avec ton livre « Un cancer pas si grave », qui avait un titre assez déroutant, on va dire. Et moi, je t'ai découverte à travers le podcast que tu as fait pour Vichy sur la ménopause et les questions que tu te posais à ce moment-là sur la ménopause artificielle que toi-même tu traversais du fait de l'après-cancer. Et aussi le fait que tu as interviewé Tara Jarmon. J'ai adoré cette interview que tu as fait d'elle. J'ai senti toute l'admiration que tu avais pour cette femme et pour sa création dans le textile, puisque c'est aussi tes sujets, ça, le stylisme et la mode et le vêtement. Oui, c'était une très belle rencontre. Moi, quand je te vois aujourd'hui, je sais que tu as 47 ans, donc on est très proches en âge. Je me dis que tu vis des années formidables parce que tu es plus salarié, donc tu maîtrises ton temps, tu construis ta communauté, tu la fais vivre, tu la nourris et elle te nourrit. Tu commences à aller vers le fait de collaborer avec des marques. Donc, ça te fait une source de revenus supplémentaire que tu assumes et qui te donne encore plus de stabilité, pas seulement le journalisme. Donc, vu de l'extérieur, je me dis, ah là, vraiment, elle doit s'éclater dans la vie. Je sais pas si c'est vrai. Alors, je sais que tout n'est jamais tout rose et qu'il y a toujours du difficile, mais je trouve que tu as trouvé un très bel équilibre. Je m'éclate pas mal. Après, j'ai un tempérament assez anxieux, donc je trouve toujours... moi, je ne vois pas les choses forcément de la manière dont tu les vois, mais je me donne du mal pour aller bien, comme dit Rose Keren dans un autre podcast, et je trouve qu'elle a raison. C'est un équilibre qui reste très instable, donc ça nécessite beaucoup de vigilance. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le process. C'est comment est-ce que j'agis pour continuer de me trouver en harmonie avec mon environnement, avec moi, mon état intérieur, avec ma famille, mes amis. Et le voyage est super beau et je me connais de mieux en mieux. Donc, il y a des choses qui sont plus faciles qu'avant. Après, la vie fait qu'il y a toujours des difficultés, mais je suis quand même gâtée. J'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Mais je la provoque aussi, j'essaie. Ouais. Je voudrais bien que tu commences par raconter cette histoire de cancer. Alors, pas le cancer en lui-même, mais l'après-cancer, puisque finalement, une fois qu'on en est guéri, on n'est pas sorti de l'auberge, puisqu'il y a ce traitement, l'hormonosuppression, on va dire, parce que c'est une suppression des hormones. Oui. Et non pas une addition d'hormones comme le traitement hormonal classique, c'est l'inverse. Oui. Comment ça s'est passé, cette fin de chimio et ce début d'hormonothérapie? Oui. J'ai eu un cancer du sein en 2017. J'ai eu une mastectomie, j'ai eu du sein gauche. Je ne me suis pas fait reconstruire. Toujours pas aujourd'hui? Toujours pas aujourd'hui. Et c'est pas ton intention? Non, c'est pas mon intention. J'ai une petite poitrine et je suis bien avec mon torse comme il est. C'est très invasif, une opération de reconstruction. Et j'ai pas envie d'un sein de toute façon qui ne serait pas mon sein. J'en ressens pas le besoin. J'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Et donc, depuis 6 ans maintenant, je suis sous hormonothérapie. J'ai eu
Je suis sous tamoxifène et décapeptyl, donc 2 médicaments. Je suis encore sous tamoxifène. J'ai arrêté le décapeptyl depuis juillet dernier, donc il y a un peu plus de 6 mois. Et je parle de ce médicament parce que c'est le médicament principal qui arrêtait les règles. Quand je l'ai arrêté, on s'est demandé avec ma gynéco si les cycles allaient reprendre, puisque le tamoxifène et le décapeptyl, ça arrête les cycles. Et mes cycles n'ont pas repris, donc c'est peut-être... Enfin, c'est sûrement parce que je prends aussi le tamoxifène. Le tamoxifène est réputé pour avoir beaucoup d'effets secondaires potentiels. J'ai pas mal de chance parce que je le supporte bien. J'ai eu beaucoup de bouffées de chaleur au début. Et puis, je ne sais pas si je m'y suis faite ou si ça s'est passé. Sur les bouffées de chaleur, moi, j'ai l'impression que dans mon cas, c'est beaucoup lié à l'alimentation. Enfin, il y a vraiment un gros sujet sur l'alimentation et la ménopause. Moi, quand je mange des choses que mon corps supporte bien, j'ai pratiquement pas de bouffées de chaleur. Tu veux dire l'alcool, par exemple, ça va pas? L'alcool, ça va pas du tout. Mais de toute façon, moi, je supportais plus l'alcool. Donc, je bois plus d'alcool depuis, je sais pas, peut-être 1 an et demi. J'en ai jamais bu énormément, mais j'aimais beaucoup les cocktails parce que j'aime beaucoup le sucre et donc j'aimais l'ivresse provoquée par les cocktails. Mon corps ne supporte plus le sucre et mon corps ne supporte plus l'alcool. Et ça m'a pris un peu de temps de le comprendre. Mais oui, ça me donnait chaud, mais ça provoquait plein d'autres choses qui n'allaient pas. Donc, de toute façon, il fallait que j'arrête. Et je vais beaucoup mieux depuis que je prends plus du tout d'alcool. Le sucre, c'est pas difficile de l'arrêter? Le sucre? Mhm. Ah si, c'est extrêmement difficile. Moi, il m'a fallu un cancer pour arrêter. Donc, c'était encore pire que la clope. Et j'ai aussi arrêté la clope, mais parce que j'ai un comportement qui va vers les addictions. Bon, rien d'illégal. Enfin, je savais tellement que j'avais un comportement à l'addiction que j'ai jamais essayé les drogues. Mais le sucre, ça a posé beaucoup, beaucoup de problèmes dans ma vie pendant très longtemps. Parce que j'aimais trop ça et j'arrivais pas à en manger raisonnablement. Et moi, tout ce qui fonctionne pour moi, c'est l'abstinence totale, en fait, quand je peux. Au moment où mon cancer est arrivé, en 2017, j'étais vraiment en addiction aiguë au sucre. Je ne m'en sortais pas. Mais t'étais en phase de boulimie? C'était pas de la boulimie, mais c'était de la compulsion et surtout, je sentais que mon corps n'arrivait plus à digérer le sucre que je lui envoyais. Je voyais que vraiment, je digérais de moins en moins bien et il en pouvait plus. Moi, ma conviction intime, c'est que on ne sait jamais ce qui provoque un cancer. Vraiment, je ne le saurais jamais. Mais un des sens que je lui ai donné, c'est que il n'arrivait plus à supporter le sucre que je lui envoyais et que le cancer, c'est multifactoriel. Mais on sait que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc, je ne sais pas ce qui a provoqué ce cancer, mais les doses de sucre que j'envoyais à mon corps n'ont vraiment pas aidé, en tout cas. Ça te fait du bien de te dire que ça pourrait être ça, le sens ou la cause du Bah oui, cancer? parce que ça m'a aidé à arrêter le sucre. C'est qu'à partir du moment où j'ai eu la biopsie, donc le prélèvement pour savoir si ce qu'il y avait dans mon sein était cancéreux ou pas, moi, je sentais que c'était mal parti. J'ai décidé que je ne mangerais plus de sucre raffiné. Et je n'en ai plus mangé depuis donc 2017. Tes médecins te suivent là-dessus ou ils te considèrent que c'est exagéré? Ils n'ont pas d'avis. Je leur ai pas demandé leur avis non plus. Ils n'émettent pas d'avis sur les liens entre sucre et cancer. De toute façon, c'est pas prouvé. Et puis, ce serait beaucoup trop lourd. Moi, j'ai pas du tout envie de dire qu'il faut pas prendre de sucre et que ça provoque le cancer. C'est pas du tout ce que je veux colporter comme idée. C'est dans mon cas, je sais que j'ai eu un cancer et il vaut mieux pour moi que je ne mange plus de sucre. Je n'en mange plus et ça a beaucoup amélioré ma qualité de vie. Je vais beaucoup mieux depuis que je ne mange plus de sucre, mais je sais à quel point c'est extrêmement difficile de s'en défaire et je comprends les personnes qui auraient du mal. Je suis pas complètement sortie de la relation au sucre parce que je prends plus de sucre raffiné, mais j'ai un détecteur à sucre qui est super fin et je vais aller m'autoriser à manger certaines choses qui ont du sucre, mais c'est
c'est pas du sucre raffiné, alors je m'arrange avec ma conscience, mais Tu parles de quel sucre alternatif là? des fruits. Je mange assez peu de fruits parce que de toute façon, il y a tout de suite le sucre que j'ai du mal à digérer, mais je peux vite basculer. Là, ces dernières, donc j'ai vraiment un tempérament aux compulsions et ça va de mieux en mieux, mais là, j'avais trouvé que les fraises congelées Picard, Ouais. elles viennent du Maroc. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec ces fraises, mais elles sont particulièrement bonnes et parfumées. Et comment tu fais? Tu les Et décongèles je les décongèle. Juste tu attends? Elles sont pas toutes molles? Ouais, elles sont molles, mais ça a une texture intéressante parce que c'est presque comme une glace, parce que t'attends d'avoir la bonne consistance. Bref, c'est un truc de fille qui mange bizarrement, hein, de toute façon. Mais du coup, je m'en enfilais tous les week-ends, à chaque fois que je me disais, allez, c'est le week-end, c'est bon, tu te fais, c'était mon plaisir. Bon, bah, ça y est, maintenant, ça me donne des aftes. Mon corps, il m'a dit, non, mais arrête, tu nous recolles un truc qui revient trop souvent, qui est hyper allergène. Les fraises, c'est hyper allergène. Ouais. Bon, bah voilà, maintenant j'ai des aftes dans la bouche, donc je vais arrêter les fraises. C'est l'histoire de ma vie. Enfin, je suis toujours en train de quelque chose que j'aime, je vais vers le trop et je dois composer avec mon corps qui met le holà assez vite. Et toute l'histoire de ma vie, c'est de comprendre les signaux de mon corps. Et alors, à la ménopause, les signaux, il y en a. Enfin, je pense il y en a beaucoup. Et moi, mon but, et je pense que c'est vraiment. On va parler de ménopause. Moi, mon rapport à la ménopause, c'est que j'y suis pas encore, parce que je suis ménopausée artificiellement par ces médicaments, mais biologiquement, je fais faire des analyses médicales régulières et je ne suis pas encore ménopausée. C'est drôle que tu dises ça. Que la ménopause artificielle ne te définisse pas comme femme ménopausée. Non, j'y suis pas encore. Je pense que je vais encore découvrir d'autres effets. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'y prépare, mais je m'y prépare pas comme à une guerre, mais comme si c'était une seconde adolescence. Je sais que ça va provoquer des changements et donc je fais tout mon possible pour déblayer le terrain avant. Je veux pas de trucs sous le tapis pour quand la ménopause va arriver et où ça a des chances de secouer. Et donc, je suis très, 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 très à l'écoute de mon corps pour voir, OK, il est déjà en train de changer, j'ai 47 ans, il faut que je le ménage, il faut que je comprenne certains signaux qu'il m'envoie. En plus, de toute façon, si ça déconne trop, moi, j'ai quand même le risque qu'un cancer surgisse, donc je dois être très attentive. Et donc, ça me permet de mieux en mieux le connaître. Et donc, je me rassure comme ça. Je me dis, bon, ça va encore changer, mais on se connaît quand même de mieux en mieux. Il y a déjà des choses réglées, en tout cas pour le moment, et tout va bien se passer. Et c'est quoi ces micro-signes que tu sens déjà Dans le rapport au poids, c'est que moi, j'ai un médicament, le tamoxifène, qui a tendance à faire grossir. Et bon, moi, j'ai un rapport à mon poids qui est très particulier, donc j'ai une tendance à la compulsion, et la compulsion, elle est aussi nourrie par le fait que je tiens à rester mince. Enfin, je tiens à être mince, et c'est pas une histoire de conditionnement de la société. C'est enfin, il y a peut-être ça, mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à la question. En dehors de tout ça, en dehors de tout ce conditionnement et du patriarcat et patati patata, il y a le fait que moi, dans mon corps, je veux me sentir mince. Tu aimes ta silhouette? Tu aimes sentir le poids de ton corps comme ça? Voilà, j'ai réussi vraiment sur le tard à arriver à une silhouette qui me convient, à arriver à une relation à mon corps qui me convient, où je me sens pas encombrée, où je me sens suffisamment légère pour vraiment aimer le corps que j'habite. Et je veux surtout pas perdre ça. Et en fait, j'estime on nous a beaucoup dit à quel point à la ménopause tu prends du poids. C'est quelque chose que je refuse. Je refuse d'avoir cette croyance que parce que la ménopause arrive, on prendrait du poids. Oui, le corps change à la ménopause et il est vraiment très très important de comprendre comment s'adapter pour que le corps ne bascule pas dans le surpoids, en fait, n'arrive pas à gérer. Et donc, il a besoin de moins de nourriture. C'est terrible,
c'est vraiment terrible, hein, quand on aime la bouffe, c'est terrible de se rendre compte de ça. Mais toi, tu as dans le sentiment encore de te priver aujourd'hui ou pas? Non, 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 je me prive pas puisque c'est ce que mon corps, je m'adapte à ce que mon corps peut supporter. Mais il digère de moins en moins bien, il veut de moins en moins, ça me saoule. Je préférerais pouvoir me bâfrer. Il ne me passe rien. Dès que c'est trop, bah oui, je grossis parce que en fait, il sait pas quoi en faire. C'est du poison pour lui et donc moi, j'ai pas du tout envie de l'empoisonner Ouais. et donc j'apprends, bah, à manger moins. Moi, je ressens pas du tout ce côté poison, mais je commence à ressentir le fait qu'effectivement, mon corps demande moins. Ça fait chier, en fait. Mais c'est chiant! C'est relou de pas manger autant. Tu dis: «Mais tout ce à côté de quoi je passe». Mais c'est pas grand-chose en réalité, mais c'est quand même comme ça qu'on le ressent, en fait. Ah bah oui, puis quand on aime la bouffe, moi, c'est un de mes plaisirs, principaux sur terre. C'est vraiment, les discussions, et la bouffe, c'est vraiment un des trucs, un des plaisirs de la vie. Mmh. Bon, bah, en fait, il faut apprendre à de plus en plus savourer ce qu'on mange et Et que ce manger soit de vraiment bon. et voilà, et manger des choses, mais vraiment, moi, je fais de plus en plus de chaque repas, là, je suis à Paris, je suis allée m'acheter au petit déjeuner, je me mange des sardines. Je suis allée m'acheter des sardines à la grande épicerie de Paris. Je les ai choisies pendant un quart d'heure. Je me suis dit: «On va me prendre pour une folle». Je m'en fous. Je regardais, je comparais tous les grammages de sel parce Ouais, que vraiment mon corps ne supporte vraiment de moins en moins bien le sel. ouais, Donc je fais la chasse au sel. C'est un truc, il y a 2 ans, j'aurais rayonné quoi, ouais. tellement, je m'en fichais et que j'aime ça le sel, hein. Mais bon, mon corps, il supporte de moins en moins. Bon, bah, je m'adapte, et je sais pas encore ce qui va me sortir de son chapeau, dans les prochaines années, mais je suis sûre que je supporterai de moins en moins de choses. Bon, bah, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, moi, sur le sucre, je pense que j'en mange beaucoup. Je me rends même pas vraiment compte. J'en mange tous les jours, en tout cas. Mais j'ai pas du tout un tempérament addictif. Donc, je m'inquiète pas vraiment. Cet été, j'ai testé la méthode de Jesse Inchauspé Glucose Revolution. Ouais. Donc, c'était l'été. On avait du temps. Il y avait des tomates. Et du coup, on a mis toute la tablée à ça, de Ouais. vraiment développer un max les légumes en entrée, de prendre le temps, de servir les pâtes qu'une fois que les légumes étaient mangés et tout. Et c'était facile. Et ça fonctionnait bien. Et j'avais pas de fringales à 5 heures et je mangeais moins sucré sur la journée. Et de retour à Paris, je me suis dit, bah, c'est facile en fait, c'est simple. Et puis j'aime cuisiner, j'ai du temps pour le faire. Je vais le faire. Et ce qui marche plus du tout maintenant, c'est que à midi, je suis hyper stressée. Je veux finir un montage, je veux préparer une interview, je veux rappeler telle personne, j'ai la tête pleine de mon activité. Et dès que je suis arrivée à un niveau de satiété minimal qui me suffit, j'arrête de manger, je retourne bosser. Et résultat, à 15 heures, bah, yaourt au café, machin, crème, n'importe quoi. Et donc, j'ai une alimentation qui repose sur le sucre, finalement, parce que tout l'après-midi, je vais mettre à regrignoter les calories que j'ai pas prises au déjeuner. Et je m'en aperçois, je le vois bien, ce système. Mais j'arrive pas à prendre le temps à l'heure du déj pour faire les choses comme il faut. C'est trop d'envie de bosser, trop d'envie d'aller au fond des choses et pas d'envie de me prendre du temps de me poser toute seule dans ma cuisine ou avec juste Marc. C'est pas assez festif en fait. Bah, tu as l'air d'avoir bien posé le diagnostic, donc je pense que tu vas trouver, ta façon de trouver un nouvel équilibre. Je dois beaucoup à Jessie Inchauspé. Sa méthode m'a énormément aidée à, comme tu le dis, il y a quelques règles claires qui font que tu n'as plus de fringales, hein. Et moi, j'avais vraiment des fringales. Et en revanche, je suis extrêmement motivée parce que moi, je ne veux pas rebasculer dans la compulsion parce que pour moi, c'est un cercle vicieux. J'aimerais bien que tu reviennes sur, pour aller au fond du sujet, sur ce suite de cancer et sur comment ça, sur le plan de la féminité et qu'est-ce que ça a créé chez toi. J'ai réalisé avec l'épreuve du cancer que ma féminité, je la plaçais pas forcément dans des signes extérieurs. Donc moi, ça m'a pas vraiment atteinte dans ma féminité, mon cancer. Il se trouve que j'ai été extrêmement bien soutenue par mon mari, qui lui m'a tout de suite rassurée sur le fait que bah, même si j'avais un sein en moins, pour lui, ça changeait rien à l'amour qu'il me portait. Il me trouverait toujours aimable et désirable et c'est ce qui s'est avéré être le cas. Donc j'ai été très vite Et rassurée du coup, tu la places là-dessus. où ta féminité? Donc moi, ma féminité, c'est plus quelque chose d'intériorisé que j'aurais vraiment en fait beaucoup de mal à définir, mais c'est plus dans une gestuelle, c'est plus dans une attitude. Et ça, le cancer On l'a pas atteint. ne l'a pas atteint et j'allais dire, l'a peut-être encore plus révélé parce que le fait de ne plus
pouvoir un temps compter sur mes cheveux, même si je les ai pas complètement perdus. J'en ai perdu beaucoup et je les avais coupés très, très courts alors que je les portais, aux épaules. Donc, c'était un gros changement pour moi que je redoutais énormément. Parce que je redoutais pas de perdre ma féminité. En revanche, de perdre mes cheveux, c'était obsessionnel, et c'était une terreur. Et de me rendre compte que en fait, moi qui pensais qu'avoir des cheveux très, très courts, ça ne m'irait pas du tout, j'ai réalisé que ça révélait quelque chose de moi, en fait, et que, bah, il fallait un bon coiffeur et si tu as un bon coiffeur, bah, en fait, pratiquement tout le monde peut avoir les cheveux très, très courts et ça peut être joli, en fait, et ça a dégagé mon cou, ça a dégagé les traits de mon visage et ça a révélé d'autres choses, au point que j'ai gardé la coupe courte, des années après le cancer, en fait. Le cancer a forcément bougé des choses dans mon rapport à ma féminité. Dans le rapport au maquillage aussi, c'était quelque chose où moi, je ne sortais pas de chez moi sans mascara parce que je suis rousse et donc j'avais le bout des cils, enfin j'avais des cils très longs, mais le bout était blond et donc je me disais qu'il fallait absolument que j'ai du mascara pour qu'on voit bien mes grands cils. Et sinon, j'avais des petits yeux. Et en fait, quand on a de la chimio, il vaut mieux complètement abandonner le mascara parce que les cils sont tellement fragiles que ça les fragilisera encore plus. Et donc, en fait, j'ai joué le truc j'ai complètement arrêté de me maquiller pendant tout le temps des traitements lourds parce que j'avais besoin de voir mon visage nu, en fait, de voir comment est-ce que j'évoluais. Dans mon entourage, il y a des personnes qui auraient sûrement préféré que je me maquille parce que parfois j'avais une gueule de déterré, mais moi j'avais besoin de me regarder en face. Et donc, bah, j'ai appris à me sentir bien avec mon reflet, sans aucun maquillage. Et je n'ai repris le maquillage après que d'une manière enfin, beaucoup moins systématique et pas pour plaire aux autres. Il y a des circonstances où j'estime que c'est bien que je sois maquillée, mais je pense que c'est une féminité beaucoup plus tranquille. Tes cheveux, tu les teins aujourd'hui ou c'est ta couleur naturelle? Mes cheveux, je les fais teindre, donc je suis rousse, assez carotte, et j'ai un temps hésité à me les faire, à les laisser devenir poivre et sel. Ils sont très gris en dessous. Il y a encore une bonne base rousse. Et j'étais très influencée par Sophie Fontanelle, la liberté que peut avoir le fait de ne plus avoir à se teindre les cheveux. Et donc je les ai laissés comme ça devenir poivre et sel pendant pas mal de temps. Et puis en fait j'ai eu un sursaut. Donc ma sœur est rousse aussi et elle tient à se teindre les cheveux. Et en fait elle m'a posé la question, mais t'es sûre quand même que tu veux pas te teindre les cheveux? Et en fait j'ai essayé une teinture végétale. Et le résultat était flamboyant et en fait, c'était tellement beau, enfin, ça m'a tellement plu que je me suis dit: «Non, mais en fait, tu pas du tout prête à lâcher ta rousseur» et donc c'est pas tant de ne pas avoir les cheveux blancs que, d'être attachée à mon identité de rousse. Et j'ai mieux compris, quelqu'un alors, ça parlera pas forcément à beaucoup d'auditrices, mais, Grace Cuddington, ça a été longtemps la directrice artistique du Vogue, américain. Et moi j'ai couvert, les défilés pendant des années et c'est quelqu'un que je voyais au défilé et c'était une vieille dame. Elle est toujours vivante, mais elle est encore plus vieille aujourd'hui et elle est retraitée. Mais à l'époque, elle devait avoir, je sais pas, 75 ans et elle avait, c'était une ancienne mannequin et elle était reconnaissable. Vraiment, sa signature, c'était des cheveux roux, frisés qu'elle portait en halo et qui étaient teints, mais teints. On voyait bien que de toute façon, à 75 ans, il y a quand même peu de femmes, qui peuvent, avoir des cheveux naturels, colorés. Et je me disais: «Mais quand même à 75 ans, c'est bon quoi, tu lâches, ça fait vraiment pas naturel». Ouais. Et je la jugeais. Et en fait, j'ai beaucoup repensé à elle, au moment où j'ai décidé de me reteindre les cheveux parce que je me suis dit: «Mais en fait, je pense qu'il y a un truc avec la rousseur. C'est qu'on tient trop à notre couleur rousse». Et donc je sais pas comment comment je serai à 75 ans, mais oui, c'est pas naturel. Enfin, je suis pas sûre que ce soit naturel et je m'en fiche. Et en plus, j'adore ce que ça provoque chez les gens. Les gens, ils m'en parlent dans la Ah rue oui. de cette couleur, que provoque, et ça, c'est la couleur, en fait. Et j'adore que la couleur moi, j'adore de toute façon les choses qui provoquent des discussions, parce que ça nous réunit. On est à nouveau, en harmonie avec le monde et c'est toujours des choses gentilles que les gens me disent et moi, je me préfère en rousse, flamboyante. Donc
pour l'instant, je continue. Et ça va pas s'arrêter tout de suite. Non, mais Ça risque de continuer. comme je change facilement d'avis, c'est pas pour combien de temps ce sera. C'est une vraie contrainte. Hein. C'est une coloration tous les mois. C'est plus facile de ne rien faire, mais en même temps, ça les gaine, donc ça fait des jolies boucles. J'adore ça. Enfin, ça me pèse pas. J'aime bien. C'est ta signature. Ça fait Et en partie plus, des éléments de du signature coup, chez toi. c'est devenu une signature parce que ma rousseur, ça a toujours été un signe d'identification. Mais là, les gens me disent à quel point c'est comme ça qu'on me reconnaît. Donc, je l'accepte. Ça me va. Ce qui m'a intéressé dans tout ce que tu dis de toi, et le travail que tu as fait récemment, c'est également ton nouveau livre sur l'âge bête, qui s'appelle L'âge bête sur l'adolescence. Oui. Et ce que tu es allé chercher pour te réconcilier avec la personne que tu étais à ce moment-là, ça m'intéresserait beaucoup que tu en parles parce que je trouve que c'est vraiment lié à cette question de la transmission de qu'est-ce que j'ai reçu de ma mère, qui j'étais à l'adolescence, comment est-ce que je me positionnais par rapport à elle et comment est-ce que j'ai grandi loin du schéma familial. Donc, ce livre, hein, qui est une sorte de récit introspectif, il est arrivé quelque temps après le cancer et avoir écrit mon livre Témoignage sur mon cancer, où dans l'écriture du premier livre, j'avais l'impression d'avoir besoin d'aller explorer des choses sur mon adolescence et j'étais pas allée au bout avec le premier. Il y avait des choses que je comprenais pas, il y avait des choses, il y avait beaucoup de honte rentrée. Et en fait, je suis allée explorer les hontes, les souvenirs non éventés, en fait, enfin, que j'avais enfermés. C'était des hontes, mais c'était même pas des humiliations, mais c'était des. J'avais risqué d'être humiliée à plein de moments et donc j'avais posé une chape de plomb là-dessus. Et en fait, en commençant à écrire dessus, j'ai réalisé à quel point réouvrir la boîte du souvenir, ça faisait que ça dissolvait la honte parce que je me rendais compte que, en fait, c'était rien. Enfin, je m'étais fait tout un monde de choses qui étaient vraiment ordinaires et gentillettes, mignonnes. Enfin, j'avais besoin d'aller balayer dans toutes les pièces, quoi, d'aller voir est-ce que tout est bien, est-ce qu'il n'y a pas des monstres tapis dans les coins, des trucs pourris, des choses qui pourraient aller mieux. Et j'ai trouvé pas mal de choses. Ça a été assez thérapeutique. Dans la relation avec mes parents, avec mon père en particulier, parce qu'il y avait des choses qui étaient restées en l'état, et qui n'étaient pas claires. Et T'es allée parler à ton père? j'ai beaucoup parlé à mon père parce que je voulais pas écrire un livre qui leur aurait posé problème quand il serait paru. Donc, je voulais pas forcément qu'il soit amendé parce que c'était mon livre, donc c'était moi qui décidais. Mais je voulais pas les mettre face à un texte où ils n'auraient rien eu à dire. Là encore, moi, je suis plutôt partisane de la discussion et donc j'ai écrit des chapitres après chapitre. Et puis quand je parlais d'eux, je leur ai fait lire le chapitre pour savoir si ça leur allait, et est-ce qu'il y avait des choses à discuter et si vraiment ça leur posait des problèmes, et ben je changeais le texte. Et en fait, j'explore des sujets qui sont très tabous et j'ai eu les discussions les plus difficiles avec mon père que j'ai eues de toute ma vie parce que c'était des discussions que je n'avais pas pu avoir plus tôt, en fait. Et c'était vraiment parce que j'avais cette démarche intellectuelle d'aller balayer dans tous les coins que je voulais clarifier certaines choses. Et donc, en termes de rapport à la sexualité et tout ça, j'exprimais mon ressenti et lui m'a donné le sien. Et donc, il y avait des quiproquos. Parce que donc moi, j'ai 47 ans, je suis née en 76. Et je suis une fille des années 70. Et dans les années 70, il y avait un rapport à la nudité qui n'était pas du tout celui des générations suivantes. On est aujourd'hui beaucoup plus prude. Dans les années 70, tout le monde était à poil, quoi. Il y avait un truc de nudité revendiqué parce que la génération de mes parents, ils sortaient de mai 68 et ils en pouvaient plus. Ils avaient tellement étouffé d'un carcan de leurs parents que eux, ils estimaient que c'était la liberté d'être tout nus devant leurs enfants. Et ben, ça laisse des traces, hein. Enfin, en tout cas, chez nous, il a fallu quand même pas mal de discussions pour aller voir ce que ça avait laissé comme empreinte chez nous, chez moi et chez ma sœur. Ta sœur aussi, elle Donc, en a souffert? Souffert, je sais pas. Je sais pas si ce serait le mot, mais en tout cas, c'est pas du tout anodin, en fait, d'être nu devant ses enfants. Même avec des intentions qui donc étaient vraiment, c'était des intentions bonnes
et où il voyait vraiment pas le mal. Mais c'est pas rien. Et moi, devant mon fils, je me montre pas nue. Mais là encore, hein, c'est vraiment, je dis les choses par rapport à moi. Je dis pas du tout que la règle, c'est que il faut pas être nu devant ses enfants. J'ai un ami qui a grandi en passant toutes ses vacances dans des camps naturistes. Aucun problème. Enfin, il a adoré ça. Donc, chaque cas est particulier, mais moi, ça nécessitait quand même des bonnes discussions. Donc, c'est un exemple parmi plein d'autres sujets qui n'avaient rien à voir avec ça. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir des bonnes discussions avec mes parents. Ça m'a permis de comprendre mes mécanismes internes dans mes rapports amicaux, dans mes rapports aux autres filles, ce qui est vraiment un sujet. Enfin, j'ai encore du boulot pour comprendre. Enfin, moi, je suis rapidement dans la comparaison excessive. Donc la jalousie versus la sororité, Pas du tout. c'est un mélange des deux? Non, moi, je suis pas du tout dans la jalousie. C'est quelque chose qui m'est assez étranger. C'est plus le besoin de. Moi, j'ai un tempérament à courir après la fille cool, à avoir besoin d'être validée, à avoir besoin de me sentir. Je me suis longtemps sentie en danger si j'étais pas assez cool. C'est un rapport au snobisme. Enfin, j'ai quand même travaillé longtemps dans la mode. J'ai fait mes études de secondaire, donc collège-lycée, dans un collège-lycée catho assez snob, en banlieue parisienne, mais où il y avait un rapport aux marques qui était particulier. C'était les années 80-90. Et j'en ai gardé des séquelles aussi. Et ça aussi, j'avais besoin de... Tu t'en es pas libérée aujourd'hui de tout ça? Si, bah, je m'en libère, mais mon livre m'a beaucoup aidé. C'est que c'était pas réglé en fait. J'avais encore des croyances dont en fait je ne voulais plus, mais qui s'étaient imprimées en moi très fortement à l'adolescence. Et donc j'avais besoin de retourner sur mes pas pour comprendre. Bon, en fait, c'est quoi la scène primitive? C'était avec qui? C'était comment? Et bon, cette toute jeune fille que tu étais, tu la regardes, tu la vois et peut-être que tu peux juste la laisser là où elle est et puis bah, tu peux évoluer. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix avec tout ça. Mais je suis aussi consciente de ma pente naturelle, de mes fragilités, de mes vulnérabilités. Et donc, bah, il y a des moments où je retrébuche. Ma grande envie pour 2024, donc on enregistre, là on est en janvier. Pour cette année, moi, j'ai envie de plus courir après les gens. C'est vertigineux comme promesse faite à soi-même. Parce que moi, j'ai un tempérament à très vite me mettre en position de soumission et d'être en dessous. Et T'as non. une idée très forte de la hiérarchie, c'est ça? Ouais, de me dire que pour que ça se passe bien, il vaut mieux que j'ai envie d'aller vers des gens que je mets au-dessus. Mais non, je veux plus de ça. Je veux des relations horizontales. Et c'est un vrai travail. Mais là encore, c'est le travail en lui-même, il est intéressant. Ouais, ça se rapproche un petit peu des intentions que moi aussi j'ai posées pour 2024. C'est d'arrêter d'avoir peur d'être prise de haut. On est dans la même zone. Ouais. Et toi, par exemple, quand j'ai essayé de te contacter la première fois, c'était il y a déjà de nombreux mois, mais je me suis mal prise parce que je t'ai contacté via LinkedIn. Et t'as jamais accepté l'invitation. Je me suis dit, ok, elle veut pas de moi, ce que je fais c'est nul et tout. Et après, j'ai essayé autrement par ta newsletter, et là, ça a fonctionné tout de suite. Alors C'est juste parce que LinkedIn, tu zappes, quoi. C'est pas ton Ah, univers. mais je crois que j'ai même pas dû voir ton Ouais. message. C'est souvent plus une affaire de circonstances que de gens. Ça ne dit rien sur la valeur de la personne qui me pose la question, en fait. Parce que c'est ça, hein, au fond. Ouais. C'est qu'on a peur d'être atteinte dans notre valeur. On a Mm. peur d'avoir moins de valeur et que quelqu'un nous signifie qu'on a moins de valeur. Et moi, ce que je suis en train de comprendre sur le tard, c'est à quel point, en fait, les autres peuvent décider ce qu'ils veulent. Moi, je suis consciente de ma valeur, j'ai confiance dans ma valeur, et donc les gens peuvent réagir comme ils veulent. De toute façon, moi, ça n'atteindra pas ma confiance en moi. Alors je dis ça, évidemment que je suis humaine et que je suis secouée par moments et que il peut m'arriver de perdre confiance en moi. C'est tellement plus facile que quand j'avais 15 ans. Alors faisons confiance. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à toi, Aude. C'était un plaisir. Ouais, c'était très chouette. Merci beaucoup pour tout ce que tu as livré. Je t'en prie. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.